Bonjour à tous quand même, je vous dis bonjour. Éric Perret, je suis assistant de régulation médicale au SAMU 74. Merci à la FARM de m'avoir invité pour vous présenter la prise en charge du traumatisé grave en salle de régulation. Alors, j'ai regardé un peu la bibliographie et j'ai trouvé un rapport d'évaluation de 2020 du TRENO. Le TRENO, c'est la filière traumatologie du Renault. Le Renault, c'est le réseau nord-alpin des urgences qui a comme objectif de structurer la filière et l'organisation des soins en médecine d'urgence. Le Renault regroupe 5 départements, de mémoire le 74, le 73, le 38, le 01 et le 05. Ce rapport nous dit que en 2020, 1465 traumatisés graves ont été pris en charge, majoritairement des hommes dont l'âge médian était de 38 ans. Plus de 5% sont des traumas pénétrants et un tiers d'entre eux sont gradés A ou B en préhospitalier. La gradation du patient en préhospitalier, c'est le rôle du médecin SMUR qui va, avec différents critères, grader son patient. Le grade C, globalement, c'est un patient qui va bien, qui doit quand même avoir un body scan et de vue au déchocage parce que les circonstances de l'accident font penser à une lésion anatomique interne. Le grade B, c'est un patient qui est stable, mais qui peut évoluer. Le grade A, c'est un patient qui est non stabilisé ou qui nécessite un remplissage. J'ai trouvé aussi une étude de la médecine légale de mars 2020 qui parle de l'accident de bûcheronnage. Finalement, l'accident du bûcheronnage, ça concerne un petit peu tout le monde, aussi bien en montagne qu'en plaine, qu'en périphérie de ville. Cette étude nous dit que ce sont des accidents relativement fréquents, dont le taux de fréquence et de gravité est très supérieur aux accidents du monde agricole, que les entreprises de travaux forestiers sont l'un des secteurs qui a le plus d'accidents du travail et qu'une étude australienne réalisée entre 1982 et 1984 donne une incidence de près de 400 décès pour 100 000 bûcherons. Alors, qui sont les acteurs principaux pour optimiser la prise en charge des patients? Forcément, en première ligne, on l'a dit toute la journée, vous connaissez, c'est votre métier, c'est notre métier, de prendre en tant qu'ARM l'appel, de géolocaliser l'endroit où se trouve l'accident, de déterminer la gravité, ce qui s'est passé, les circonstances, etc. Et puis en deuxième recours, les SMUR qui vont se déplacer sur le terrain dans le but, bien sûr, d'augmenter le taux de survie des victimes. Un petit screening des moyens de géolocalisation, la PFLO, vous connaissez tous. L'adresse qui fait remonter l'adresse de facturation de l'appelant. On est tous habitués à pas se faire avoir et puis à bien faire la différence avec l'endroit où a lieu l'accident. L'AML, l'Advanced Mobile Location, qui est présente, c'est une application qui est présente dans tous les téléphones mobiles et qui va activer automatiquement le GPS pour transmettre la position sur la cartographie pour les centres 15 qui sont équipés de ce module. Elle est intéressante parce qu'elle fournit une précision inférieure à 10 mètres. On voit sur le centre de l'image, on a effectivement une précision relativement intéressante quant à l'endroit où se trouve la victime. On la voit également se déplacer pour ceux qui l'ont. Quand il y a une intervention, quand les gens appellent sur autoroute, clairement on les voit se déplacer sur l'autoroute. Et puis, le logiciel qu'on a est intéressant aussi parce qu'on voit dans le rond en bas à droite, il nous donne les coordonnées GPS. Si jamais c'est une intervention en montagne, c'est intéressant. Une autre possibilité, c'est l'applicatif SMS. C'est-à-dire qu'on va envoyer un SMS directement avec le logiciel de régulation au requérant, en lui demandant de bien vérifier que son téléphone portable est géolocalisable, de façon à ce que, par retour, il va juste cliquer sur le lien en fait du SMS et nous instantanément on va avoir sa position sur la cartographie.
Alors, une alerte arrive au centre 15, forcément, il s'agit d'un accident de bûcheronnage. On est sur un secteur montagne-plaine, à plus de 30 km du centre hospitalier d'Annecy, qui est un trauma center de niveau 1. L'ARM qui prend l'appel... Hop, pardon, je ne suis pas dans le bon sens. Voilà, l'ARM qui prend l'appel a comme information qu'il s'agit d'un homme de 35 ans qui a une perforation abdominale avec une branche. Il est conscient, il est toujours dans son arbre à 1 mètre du sol et il est coincé avec ses sangles. On est dans le cadre d'un départ flash, on verra juste après les critères d'engagement du départ flash. Les informations recueillies par l'ARM sont qu'on est sur une zone où on a un réseau routier à côté, donc on est près d'une route. On a une DZ de proximité, le ciel est dégagé. C'est l'été sur le secteur Annecy, on a beaucoup de monde sur les routes et que le temps d'acheminement de la SMUR est supérieur à 45 minutes. Enfin, on est sur un secteur MCS, médecins correspondants de SAMU. Ce sont des médecins qui sont formés à l'urgence par les SAMU Centre 15 et qui sont le premier recours. Et ce sont des médecins qui sont déclenchés à la demande de la régulation médicale pour intervenir. Alors, selon les textes en vigueur, sur des territoires où l'urgence, où le patient est éloigné des effecteurs d'urgence de plus de 30 minutes, dans la réalité, ça permet réellement une meilleure prise en charge du patient. Voilà. Alors dans la biblio, effectivement, je suis tombé sur les critères de Vittel, qui datent de 2002, ils sont un peu vieux, mais du coup ils sont toujours en vigueur. Et sur un accident de trauma, eh bien, le médecin régulateur ou l'ARM peut, sur l'existence d'au moins un des critères, justifier l'envoi d'une équipe SMUR, et on retrouve un peu tous les critères des départs flash, soit l'éjection pour un accident, un patient décédé dans un accident, une chute supérieure à 6 mètres, des victimes projetées, l'explosion, le blast, et puis dans les lésions anatomiques, le trauma pénétrant, ce qui est exactement le cas de notre appel. Le médecin régulateur raccroche avec le témoin et avec l'ARM coordonnateur, ils vont commencer à réfléchir tous les deux sur les risques potentiels de suraccident. Ils vont examiner la nature du terrain, l'accessibilité, est-ce que c'est conforme avec les éléments qu'on nous a donnés en regardant la cartographie, pour déjà réfléchir à l'évacuation. Alors, au SAMU 74, on est un plateau commun, on travaille avec les pompiers. L'avantage, c'est que si le médecin régulateur ou le coordonnateur a besoin d'informations complémentaires concernant le terrain, il s'adresse directement au GMSP, qui est le pompier référent en termes de connaissances topographiques. Et puis, s'il y a une demande de moyens supplémentaires, il s'adressera au sous-officier CODIS. L'objectif de cette concertation, c'est aussi déjà de réfléchir à l'évacuation du patient et à la recherche de place avec déjà les premiers éléments qu'on a. Au bilan SMUR, le médecin SMUR va grader son patient. Il va se servir pour ça de l'algorithme de triage préhospitalier réalisé par le Treno, qui va permettre à tous les acteurs de soins d'avoir la même grille, la même réflexion, et réfléchir pour mieux réfléchir à l'évacuation du patient. Est-ce qu'il faut trouver un trauma center de niveau 1 ou un trauma center de niveau 2 ? Est-ce qu'il faut ajuster les moyens, finalement, parce qu'on se rend compte que la première idée d'évacuation qu'on avait n'est pas la bonne. Il va falloir trouver un plan B pour une deuxième évacuation. Imaginons qu'entre-temps, ça se soit bâché et que l'hélico ne puisse plus voler et qu'on ait un délai de route supérieur à 15 minutes. Il va falloir vite réfléchir à où évacuer ce patient. Et puis, l'avantage de cette grille, c'est qu'elle parle, elle parle à tout le monde. Elle parle à l'ARM, elle parle au médecin régulateur, médecin urgentiste sur le terrain, médecin réanimateur. En gros, pour faire simple, pour l'ARM, le grade C, c'est quelqu'un qui va bien, mais qui doit être vu au déchocage avec un body scan. Le grade B, c'est un patient qui est grave, mais stable. Et le grade A, c'est un patient qui est grave, mais du coup instable.
Un petit peu de géographie sur notre secteur. Initialement, on avait plusieurs réseaux. Le réseau Nord-Alpin des urgences, le Résuval à Lyon, enfin la vallée du Rhône, pardon, le Reliant du côté Nord-Ardèche, et puis le RAMU sur l'Auvergne. Ces réseaux, en 2022, ont été regroupés en un seul réseau Urgara. C'est le réseau des urgences de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Concernant notre intervention, elle se situe au sud du département. Quelles sont les possibilités d'évacuation du patient? Annecy, Trauma Center de niveau 1. Grenoble, Trauma Center de niveau 1 aussi. Et puis la Suisse, parce qu'avec les UG, les hôpitaux universitaires de Genève, nous avons des accords transfrontaliers qui nous permettent de pouvoir évacuer ce patient en faisant la demande par la centrale 144, c'est la centrale Santé Genève, il me semble, Christophe, c'est ça. Et du coup, on sera mis en relation avec le trieur. Concernant les évacuations en terrestre sur la Suisse, on a quand même une responsabilité en régulation. C'est surtout de bien prévenir la police suisse de la traversée du territoire, parce que si l'UMH ou si le SMUR traverse le territoire suisse avec les bleus et la sirène, les autorités fédérales suisses, les autorités helvétiques, doivent absolument être prévenues, parce que s'il y a un excès de vitesse, l'ambulancier perdra son permis et du même coup perdra son job. Donc c'est vraiment important d'y penser, ça fait partie de nos protocoles. Les autorités suisses ont encore durci les recommandations dans ce sens-là. La région, c'est 9 trauma centers de niveau 1 ou 2 quand même. Donc en cas d'événement exceptionnel, on a quand même un gros réseau de trauma centers. En conclusion, je l'ai décliné en 2 niveaux. On s'aperçoit que l'organisation en réseau pour la traumatologie grave ou sévère, c'est vraiment une nécessité en raison de son incidence et de son impact positif. Concernant le SAMU Centre 15, eh bien, elle permet d'accélérer la prise en charge de la victime, d'optimiser l'orientation dans le trauma center adapté. Et puis, c'est sécurisant pour les personnels en régulation comme sur le terrain, parce que finalement, on parle tous le même langage, on a tous le même organigramme pour l'évacuation du patient. Et puis le duo médecin régulateur, urgentiste et RM coordonnateur, moi je trouve qu'il est vraiment essentiel parce qu'il permet de travailler en équipe à la disponibilité des vecteurs pour l'évacuation, et ce dès l'appel. Ensuite, c'est une aide logistique aux jeunes médecins régulateurs urgentistes parce qu'ils n'ont pas forcément la connaissance complète du terrain. Et le cordeau va pouvoir travailler aussi à l'ajustement des moyens sur les secours engagés. Est-ce qu'il y a besoin de renforts médicaux? Est-ce qu'il y a besoin de sang? Est-ce qu'il y a besoin d'un chirurgien? Ça sera à la demande du médecin régulateur. Et puis son rôle aussi, c'est de transmettre les informations complémentaires à la SMUR qui prend le départ, soit par voie radio, soit par téléphone, pour pouvoir justement donner des informations sur ce qui s'est passé. Je pense que pour le médecin SMUR qui prend le départ, il aura un peu plus d'informations que juste ce qui est notifié sur l'ordre de départ. C'est quand même précieux. Ensuite, c'est à SCO Ordo de prendre en charge la gestion de l'événement. C'est lui qui va s'occuper de tout ça. Sur un plateau commun, c'est important aussi, parce que finalement, ça va être la personne centrale et le référent à qui on s'adresse. Ensuite, c'est celui qui est chargé, on l'a dit, des renforts secouristes, mais aussi police, gendarmerie, s'il y a besoin d'une escorte, et de prévenir de l'arrivée du patient. Prévenir le déchocage, la réanimation, l'accueil des aides, sur France ou sur Suisse. Et puis, c'est un facilitateur dans la communication interservice sur un plateau comme le nôtre. Et puis, dans la biblios, je suis aussi tombé sur un article de l'Encéphale sur les appels d'urgence complexes, qui met en avant la possibilité, le risque de troubles de stress post-traumatique chez les ARM. Alors, je ne vous ai pas fait le détail de l'étude ici. En gros, on en revient toujours au même. La formation. Oui, la formation semble être une protection efficace. Moi, j'en suis intimement convaincu. Au mieux on est formé, au mieux c'est plus facile de prendre un appel et on a moins de risque de se casser la figure, même psychologiquement. Le rôle de l'ARM coordonnateur, c'est un ARM d'expérience
Il aide à l'application des procédures, il permet un débrief à chaud si les personnes rencontrent des difficultés, et puis surtout, il aide à l'amélioration des pratiques. Voilà la biblio que j'ai trouvée, que j'ai mis. Je suis remonté sur 10 ans max. On trouve beaucoup d'informations sur les filières, les réseaux. J'ai pas parlé ici dans le traumatisé sévère, effectivement, de l'enfant et ni du brûlé grave, parce que ce sont des filières spécifiques. Voilà, puis vivement la visorégulation, je suis aussi convaincu de ça, parce que ça va nous permettre d'avoir une vision tout de suite du terrain et d'avoir des informations précises. Voilà, merci de votre attention. Du coup, il y a un temps de questions, alors si vous avez des questions... Alors, il n'y a plus Eric pour poser les questions, là on est un petit peu embêté quand même. Bonjour Eric, donc Nicolas du SAMU de Pau. Je voulais savoir, concernant les équipes que vous envoyez en héliporté, là pour le coup sur une décision routière qui serait supérieure à 45 minutes, quelles sont les compétences des équipes qui montent dans ces vecteurs aériens ? Est-ce qu'elles sont élitreuillables ? Est-ce que vous faites une différence entre zones de posée où il y aura du treuillage ou pas ? Comment ça s'organise ? Alors c'est une bonne question, c'est toujours une grosse discussion entre le médecin régulateur et le GMSP qui va aider à mettre l'équipage dans la machine. Le pilote aime bien partir avec son équipage, ce qui laisse la place à un médecin, mais ce qui laisse pas forcément la place à un médecin et un infirmier. Et du coup, c'est une bataille en régulation. Quelquefois, c'est une bataille en régulation pour faire en sorte que l'infirmier puisse monter dans la machine pour pouvoir aider le médecin. Sur une situation où là, on est en pleine, c'est facile. Mais sur une situation où le médecin est élitreuillé, il va travailler sur une pente à 20, 30 degrés ou 45 degrés, je pas trop notion de l'inclinaison, au milieu des arbres, et il est tout seul pour tout faire. Franchement, chapeau, parce que c'est pas facile du tout. Et là, il a réellement besoin de son infirmier, mais du coup, c'est élitreuillable, ou alors il va falloir des hélicos plus grands. Les compétences, je ne suis pas trop au fait de tout ça, mais je pense qu'ils ont des compétences et des particulières pour monter dans la machine. Effectivement, on ne met pas n'importe qui dans une machine. Voilà. Merci. Je crois que... Ouais. Ouais, juste bonjour SAMU 24. Donc juste pour faire un point de la plateforme commune, j'ai entendu dire que vous étiez avec les pompiers. Quel est votre retour rapide d'expérience au travail au quotidien avec eux ? Quelles sont l'efficacité de cet environnement de travail ? Globalement, ça se passe bien. Nous, historiquement, il se fait très longtemps qu'on travaille ensemble. On était avant dans 2 salles différentes, séparées par une vitre. Donc on se faisait un petit coucou, on avait une question à se poser, on ouvrait la porte. Là, on travaille véritablement ensemble avec une informatique commune. Quand il y a une urgence vitale avérée, franchement, on gagne du temps sur le déclenchement de l'alerte parce qu'on n'a pas à redonner toutes les informations. On est à même de déclencher les moyens pompiers avec le logiciel, parce qu'on a un logiciel d'alerte commun, et eux sont à même de déclencher des moyens SMUR sur une urgence vitale avérée. Après, chaque entité reprend la gestion de ses moyens. Si on a une discussion sur la nature du terrain, est-ce que les moyens engagés sont judicieux ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça ou comme ça ? Il suffit de se regrouper dans la salle et de discuter entre nous. Et la concertation, c'est le meilleur moyen d'aboutir à la bonne décision. Donc moi, je trouve que c'est génial. Une question, c'est une remarque juste, les réseaux pour la traumatologie, là, ils sont de plus en plus employés. Et nous, en Occitanie, pour le coup, on en a un aussi, là, pareil, avec les mêmes graduations et les niveaux d'expertise de chaque hôpital. Et clairement, en tout cas, ça a montré dans la littérature son efficacité pour la prise de ces patients-là, hein, ça c'est sûr. Et on a copié un peu sur le traîneau, d'ailleurs, hein. Génial alors. Et du coup, c'est vrai que c'est sécurisant pour les personnels, soit en régulation, même pour les jeunes médecins, soit pour les médecins sur le terrain, d'avoir le même outil de travail, la même réflexion quant à l'évacuation des patients et l'orientation des patients. Et puis surtout, ça permet
en aval, de prévenir les intéressés, de prévenir le cardiologue, de prévenir le neurologue, etc. Donc ça, c'est vraiment utile. Bah écoute, merci Eric en tout cas. Pour Ben, ta merci à présentation. vous tous.